Bonjour et bienvenue sur Graines d'avenir, le podcast qui permet l'échange avec divers acteurs du monde agricole et rural. Aujourd'hui, nous accueillons Fatma Benbecher, sociologue et autrice de l'ouvrage La femme rurale, édité en 2022 par le Centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur la femme. Bon, bienvenue d'abord et bon travail. J'espère que vous aurez beaucoup de contacts qui enrichiront votre recherche. En vérité, moi, l'agriculture, c'était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé en faisant mes études. J'ai appartenu à une génération où les filles faisaient très peu d'études supérieures. Moi, j'aurais voulu précisément faire des études qui davantage me portaient vers la philosophie. Et finalement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais je ne l'ai pas regretté. Ce que j'ai fait, ce que j'ai appris par les obligations de la vie et les choses de la vie. Je me suis mariée avec quelqu'un qui était un passionné de l'agriculture, qui a fait énormément de choses pour améliorer et moderniser l'agriculture à l'époque, parce qu'il fallait aussi moderniser. Et je me suis intéressée à ce domaine que j'ignorais totalement. Mais je ne l'ai pas regretté. Voilà. De formation, vous aviez fait quoi plutôt? Comme formation, moi j'avais été inscrite à Sciences Po à Paris parce que c'était le genre de choses qui me plaisait. Et puis mon frère étant inscrit, lui, à une faculté de droit, il avait décidé qu'il ne resterait pas à Paris, qu'il ne voulait pas, donc je ne pouvais pas rester seule. Et nous sommes rentrés tous les deux, lui pour faire toute autre chose et moi également. D'accord. Il avait terminé ses études. Il avait terminé ses études, oui, oui. Il voulait faire quelque chose de tout à fait particulier, qui s'intéressait surtout à l'équitation. Il voulait aller à Saclay, il voulait enfin, beaucoup de choses qui étaient typiquement consacrées à l'équitation. Et pour des raisons familiales et tout, nous avons été obligés de rentrer tous les deux. Ok. Donc, vous avez un frère seulement? J'ai eu deux frères Deux frères, ok. qui, malheureusement, enfin, l'un est mort jeune, à la libération de Tunis d'ailleurs, et l'autre est mort il y a une dizaine d'années, mais il a fait une vie il a eu une vie excessivement intéressante. Il connaissait parfaitement l'histoire de la Tunisie, l'histoire de France même, l'histoire de la Tunisie, bien sûr, mais surtout l'histoire de Tunis. Et il avait une maison dans la Médina qui a reçu pratiquement tout le monde. C'est vrai, toute personnalité qui venait à Tunis, depuis Faradiba, la reine, enfin l'impératrice que vous connaissez, jusqu'aux intellectuels de gauche, jusqu'à Madame Pompidou, jusqu'à tout le monde. Je n'ai pas pensé, mais j'ai plein de photos où ces personnalités sont venues, personnalités ou autres, toute personne qui venait, comme vous le savez souvent, la maison, la grande porte est ouverte, comme on dit dans les maisons de la Médina. Donc les gens entraient et ils venaient là, ils venaient pour savoir qui habitait cette maison, et mon frère les recevait, leur parlait, leur donnait le livre adéquat, leur conseillait le souk adéquat, etc. Voilà, il est Et vous malheureusement. pouvez nous parler de votre situation familiale aussi, de vos parents, dans quel contexte vous avez grandi? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mes parents, ma mère était comme les femmes de son époque, était d'une famille de savants, mais elle avait fait des études surtout avec quelqu'un de sa famille. Qui était une sommité à l'époque, qui était son frère d'ailleurs, Cheikh Tahar Ben Achour. Et elle écrivait l'arabe, elle écrivait très très peu le français. Et quand quelqu'un venait parler français, elle appelait une de mes sœurs pour ne pas parler charabia.
elle tenait à ce que ce soit la langue qu'elle parlait, enfin, comme elle parlait la langue arabe, et qu'elle était d'une famille de lettrés, justement. Elle ne voulait pas dire de choses erronées, et donc mes sœurs étaient tout le temps avec elle, qui, elles, étaient bilingues, elles étaient parfaitement bilingues, français et arabe. Et votre père? Mon père a été, lui, aussi, il était d'une famille plutôt de fonctionnaires que disons, d'enseignants, ou pas du tout. Il a été fonctionnaire, comme il disait souvent, je suis parti à 18 ans, parce qu'il avait été nommé dans le sud de la Tunisie, alors que lui est d'une famille très, très bourgeoise, si l'on peut dire, dans le meilleur sens du mot bourgeois, c'est-à-dire les habitants de la ville, finalement. Ses parents, il avait trouvé un poste dans le sud de la Tunisie. Il avait 18 ans, sa mère, comme il l'a dit, lui avait fait son petit baluchon avec ce qu'il fallait pour se couvrir, s'habiller, etc. Il avait été installé, il s'était installé dans le sud, à Gafsa, je crois. Je ne suis pas très bonne en géographie, hein. Mais et là, il avait commencé à travailler, il avait à peine 19 ans. Et puis il a fait après toute sa carrière dans l'administration tunisienne. Il a terminé ministre de la Justice. Ok. Donc, on peut dire que vous avez grandi à Tunis avant de partir à Paris? Oui. Moi, finalement, avant d'aller à la campagne, je n'ai vécu qu'à Tunis. Enfin, à Tunis, c'est faux. Pas à Tunis, je vais vous dire, parce que mon père, ayant été fonctionnaire de l'État, avait été nommé dans des postes qui n'étaient pas forcément la capitale. Il avait été nommé à Béja, caïd, comme on disait avant, avec tout le sens meilleur du mot caïd. Il avait été caïd à Béja, caïd à Nabeul, caïd à Kérouan. À Kérouan, je n'étais pas encore née, mais à Nabeul et à Béja, j'ai passé toute mon enfance. J'ai même été à l'école à Nabeul pour commencer. C'est pour ça que j'ai appris plutôt le français que l'arabe, étant donné qu'à Nabeul, il y avait une très forte colonie de Français qui s'occupaient surtout de la poterie et de l'art qui fait finalement la valeur de Nabeul jusqu'à présent. Et donc, j'étais dans une école française. D'accord, parce que ce qui m'a frappé dans le livre, c'est qu'on vous présente comme une femme citadine. Donc, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cette appellation-là ou non, etc. Oui, citadine, c'est-à-dire que mes parents sont nés à Tunis, que moi-même je suis née à La Marsa, que ma famille a habité La Marsa, qu'elle habite encore d'ailleurs. Mes grands-parents ont toujours habité là. Mon arrière-grand-père était dans l'administration régionale de Tunis. Donc c'est vrai, quand j'ai habité la campagne, c'était pour moi, non pas un dépaysement parce que j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, mais j'ai aussi une qualité, c'est que je vois toujours les bonnes choses, les bons aspects des choses plutôt que les bonnes choses. Et donc, quand je me suis mariée avec quelqu'un qui avait beaucoup de qualités et qui, étant agriculteur, était obligé d'habiter à la campagne, comme tout le monde m'a dit, bah, tu fais comme tout le monde, lui va travailler et toi tu restes à Tunis. Non, si je me suis mariée avec quelqu'un, c'est pour vivre avec lui, pas pour téléphoner de temps en temps. Et donc j'ai habité la campagne, mais dont je ne connaissais rien. C'est la région de Souk El Arba, peut-être que je l'ai dit dans le livre d'ailleurs, ce qui s'appelait Souk El Arba, ce qui s'appelle Jendouba maintenant, et où il y avait une très forte colonisation française par contre, parce que c'était les plus belles terres, c'est les plus belles terres de la région, de la Tunisie. Le nord-ouest, c'était le grenier de Rome, comme on appelait ça. Et là aussi, j'ai eu la chance de connaître des gens qui, tout en étant ce qu'ils étaient, les uns agriculteurs, les autres travailleurs, travailleuses surtout, les femmes, parce qu'on ne voyait pas beaucoup les hommes quand je me suis mariée, où nous avons eu de très bonnes relations. Elles m'ont beaucoup appris et je pense l'avoir un petit peu mis dans le livre. Mais je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
Moi, je voudrais juste vous demander si vous avez déménagé dans cette région-là, c'était donc pour suivre votre mari? Oui, bien Parce sûr. que lui, il avait une... Bien sûr. Ok, comme ça. D'ailleurs, quelqu'un disait, mon beau-père, pour ne pas aller très loin, qui trouvait que la campagne n'était pas assez bien pour moi. Et il disait tout le temps à son fils, hein, il lui disait, bon, que toi tu ailles à la campagne, tu es agriculteur, mais pourquoi Fatma y va-t-elle? Alors mon mari lui disait, parce qu'elle est ma femme. Et alors, il lui a dit, moi je me suis mariée avec une Tunisoise aussi, qui était une Neifar, pas plus tunisois que soit non sipo, comme disent les Italiens. Donc, elle n'est jamais allée à la campagne. Lui disait, quand j'ai dit ça à ma femme, elle n'a pas protesté, elle est venue avec moi, on a connu des gens, on s'est fait des amis, elle a appris des choses, c'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, qui m'ont servi par la suite, même sur le plan contact et tout, parce que j'aime beaucoup le contact des gens, moi j'aime beaucoup avoir enfin de connaître des choses que je ne connais pas, et donc ça ne m'a pas du tout gênée. Et ça a étonné tout le monde, comment Gelouli, tu es né à la Marsa, tes parents sont là, et tu vas habiter là. Oui, ça ne m'a pas gêné, franchement, pour vous dire ce qui est. Ok. Et vous êtes resté combien de temps à Jendouba? Je suis restée jusqu'à ce que les enfants, c'est-à-dire la deuxième de mes filles, aient été admises à ce qui s'appelait le certificat d'études à l'époque, ou la sixième après, qu'elles étaient obligées de faire des études à Tunis, parce que la première a été pensionnaire chez les Sœurs Blanches, pour que nous puissions nous rester à la campagne, leur père et moi. Et après, quand elles étaient deux, qu'il fallait quand même des correspondants pour les sortir, ça faisait tout un branle-bas de combat. Et j'ai été obligée de venir à Tunis, habiter Tunis. Et depuis, j'y habite, quoi. Okay. On peut parler un petit peu plus du livre que vous avez écrit, du coup, qui s'appelle La femme rurale, dans lequel vous parlez de cette région dont vous venez de nous parler un petit peu. Quelle a été l'ambition derrière l'écriture de ce livre? Est-ce que vous avez d'abord eu des observations et ensuite l'idée d'écrire un livre vous est venue, ou l'inverse? C'est-à-dire que très souvent, les gens venaient et disaient, comment tu fais pour habiter la campagne? Tu dois t'ennuyer. À quoi tu passes tes journées? Avec qui tu parles? C'était des questions qui me faisaient tomber. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire avec qui je parle? Je parle avec les gens qui me parlent aussi. Et c'est vrai qu'il y avait à ce moment-là une sorte de séparation entre les classes sociales. C'est-à-dire que les femmes que je pouvais fréquenter, c'était les femmes d'ouvriers agricoles. Normalement, avec la femme du patron, on ne parlait pas. Mais moi, je ne sais pas, j'ai eu de la chance, je crois, parce que quand ces femmes-là devaient avoir n'importe quoi, avaient besoin de quelque chose, elles m'envoyaient leurs filles. Elle me disait, maman, on voudrait savoir si tu peux appeler le médecin, parce que j'étais la seule à avoir le téléphone, bien sûr. Maman, on voudrait savoir si tu peux venir, parce que ma petite sœur tousse, alors que je n'étais ni médecin ni rien du tout. Mais pour elle, j'étais la femme de la ville, et donc je devais savoir tout ça. Et comme, Dieu merci, dans ma famille, c'est-à-dire avec mon père et tout, nous avons eu très souvent des contacts divers avec des amis qui étaient français, juifs, tunisiens, juifs français, juifs italiens. Ça ne m'a jamais effleuré de savoir qui c'était. Quelqu'un voulait me parler, je savais ce que je pouvais répondre, je répondais. Donc ça ne m'a jamais effleuré l'histoire de classe et tout, franchement. Donc oui, vous disiez que c'est les rencontres avec les gens qui vous ont donné envie d'écrire un livre, c'est ça? Oui, pas seulement. Les rencontres avec les gens m'ont donné envie de mieux les connaître, mais pas d'écrire. Si j'ai écrit, c'est que grâce aussi à cette sorte de complicité qui nous unissait, mon mari et moi, il avait pensé que ce qui me manquait, c'était de n'avoir pas continué mes études supérieures, alors que j'aurais pu le faire, parce que je m'étais mariée à la campagne. Donc je me suis inscrite à la faculté de Tunis et je descendais 3 fois par semaine, comme on dit chez nous, descendre à Tunis. 3 fois par semaine, je venais à Tunis parce que j'avais appris à conduire.
et je suivais les cours de la faculté de lettres. Et là, j'ai connu des gens très, très intéressants, dont Jacques Berck, qui venait assurer des cours 3 fois par an, je crois, Paul Sebag, Abdelwaheb Ouhdiba, vraiment des sommités d'enseignants qui ne dédaignaient pas de rester 1 heure de plus que le cours pour répondre aux questions des élèves. Et ça a été pour moi une très belle période de ma vie. D'accord. Et vous avez étudié la sociologie ? Oui, la sociologie. Et quel était l'objectif? Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ce livre, La femme rurale? Pas du tout. Je n'avais aucune intention, pas du tout. Ce que je voulais, c'était, comme j'avais des amis, je vous dis, Abdelwaheb Ouhdiba, qui n'était pas un ami, que j'avais connu comme professeur, et puis Paul Sebag, qui était lui un ami, parce que nous habitions Carthage et que je le voyais pratiquement, on se voyait, lui, mon frère, tout ça, on se voyait tous les jours. Qui m'avait dit, tu devrais, puisque tu as envie maintenant on peut s'inscrire même après 4 ou 5 ans d'interruption du secondaire au supérieur. Je me suis inscrite en me disant, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu d'excellents professeurs qui ont accepté que je ne sois pas là à tous les cours, que j'envoie les devoirs, comme on disait dans l'appellation générale, par d'autres personnes que moi, parce que je ne pouvais pas venir tous les jours de la campagne à Tunis. Et ça s'est bien passé. Enfin, vous aviez quel âge quand vous avez commencé vos études alors ? Mes études reprises. Oui. Oh, je devais avoir... mes enfants étaient nés, tous mes enfants étaient nés, donc je devais avoir bien 28 ans, 30 ans. D'accord, oui. Vous aviez déjà... L'année exactement, mais là, c'était ça, les 4 enfants étaient nés. Les 4 enfants étaient nés. Et l'affaire... Pardon. Il faut dire que j'étais secondée, parce que je n'aurais pas pu laisser mes enfants et mon mari si je n'avais pas une femme qui était mieux que moi avec les enfants, qui s'occupait d'eux comme personne. D'accord. Et donc la période d'observation pour ce livre, c'est de 1952 à 1970. À peu près, oui. Et il a été publié en 2022, si je ne me trompe pas. Il a été publié, si je puis dire, non pas malgré moi, parce que je ne voulais pas, mais grâce au Crédif, parce que par hasard, je ne sais pas comment, je me suis mise à être très souvent invitée par le Crédif, et quelqu'un qui se trouvait là-bas, que j'ai nommé d'ailleurs, m'a dit « Pourquoi vous n'en feriez pas un livre ?» Je lui ai dit comme ça, je n'ai jamais pensé, et c'est le Crédif qui a eu l'idée de le faire, c'est pas moi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus qu'est-ce que le Crédif, quelle était votre relation avec le Crédif? Le Crédif, comme je suis un petit peu curieuse de ce qui se fait sur le plan... Je ne suis pas du tout union des femmes, hein, c'est-à-dire mentalité politique, mettre nos avis sur la presse et tout. Ça l'a été quand j'avais 18 ans, entre 18 et 22 ans, mais après je ne voulais pas du tout. Je trouvais qu'il y avait autre chose à faire que ça, c'est-à-dire mieux connaître les gens, essayer de les aider sur le plan personnel, si je pouvais, moi-même me faire aider par leur façon de voir. Je trouvais que c'était un enrichissement. Et donc, le Crédif, quelqu'un était venu me voir ici même et m'avait dit « Est-ce que vous voulez travailler avec nous ?» J'ai dit oui, « Quoi, en faisant quoi ?» En venant 2 ou 3 fois par semaine. Non, j'ai dit 3 fois, c'est trop, c'est vrai. Mais 2 fois par semaine, je peux venir. Et j'allais pour discuter de livres, pour faire un compte-rendu. D'ailleurs, mon nom n'apparaît que très très peu dans leur point de vue livresque, si je puis dire, parce que c'était pas là le but, c'était de savoir un petit peu ce que pensait la mentalité des gens qui n'étaient ni sociologues, ni philosophes, ni rien du tout, mais qui pensaient de telle chose sur tel sujet. D'accord. Et vous animiez des ateliers ou c'était des conférences ou c'était surtout des réunions, mais réellement on ne pouvait pas leur attribuer une
explication quelconque. On ne pouvait pas dire ce sont des réunions qui vont être probablement ont été copiées, enfin imprimées, certainement. Mais c'était surtout des personnes différentes qui venaient chaque fois. Ce n'était pas toujours des étudiants. Quelquefois, c'était des personnes qui avaient 50 ans, qui avaient envie de savoir, par exemple, une fois, dans ce même endroit, des personnes étaient venues me dire on voudrait savoir comment faisaient les femmes pour préparer les fêtes. Ça dépend de quel milieu préparer les fêtes. De quelles fêtes d'abord s'agit-il? Est-ce que ce sont les fêtes religieuses, l'Aïd, tout ça? Ou est-ce que ce sont des fêtes familiales, mariage? Et donc, les gens prenaient note, c'est tout. Quelquefois, on m'en rapportait ce qu'on avait fait, quelquefois, on ne m'en rapportait pas, mais chacun faisait son travail. Ok, donc les observations que vous avez faites un peu pendant toute cette période, de 1950 à 1970, c'était plutôt... c'était pas vraiment dans l'optique d'en faire quelque chose? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Justement. Et c'est vrai que le livre est quand même très détaillé, c'est une des grandes qualités du livre. Et comment vous avez réussi justement à réunir toutes ces informations, à avoir autant de détails, quel était votre mode opératoire, j'ai envie de dire, Mon mode opératoire, justement, parce que c'est ma nature. Moi, j'adore le contact des gens. Je disais que si jamais on voulait me punir, il fallait me laisser dans un endroit seul. Même le plus grand palais du monde, si j'étais seule, si je ne pouvais pas parler, c'était la prison pour moi. Donc l'essentiel, c'était des femmes d'ouvriers, c'est vrai, qui n'auraient jamais osé venir parler à la femme du patron. Mais comme je sortais me promener quelquefois, que je voyais les enfants, et que les enfants, c'est un excellent outil de rapprochement. Je voyais des enfants, je leur disais, tiens, aujourd'hui, elle a une jolie robe, ou il a un joli... Elle me disait, oui, mais moi, je ne sais pas, je peux pas. Je devais aller à Souk El Arba, ce qui s'appelait Souk El Arba à Jendouba maintenant. Je disais, ah bon, bah, si je dois aller à Souk El Arba, tu viendras avec moi pour lui acheter. C'était des choses que je trouvais naturelles, mais qui, pour elle, étaient une sorte de distinction par rapport aux autres femmes d'ouvriers, par rapport à leur pire ennemi qui était toujours la voisine, etc. Donc c'était bien, mais ça s'est fait naturellement, sans du tout plan de travail, si je puis dire. Parce qu'il y avait des classes sociales à l'intérieur de la classe sociale. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la femme du patron, comment ils appelaient ça, le cabran. Cabran, qui est la déformation du mot caporal. Le cabran des ouvriers ne parlait pas avec la femme du simple ouvrier qui venait 3 jours par semaine et qui était payée à la journée. Il y avait des rivalités entre... Pas des rivalités, mais des distinctions, des choses... n'allaient pas les unes chez les autres. Quand l'une accouchait, certaines catégories allaient la voir, mais d'autres n'y allaient pas pour l'aider. Donc c'est très finalement sectarisé. Ok. Et est-ce que vous avez gardé contact avec je dois dire que depuis que ce n'est plus moi qui m'occupe de l'agriculture, que c'est mon fils qui lui a fait Sciences Po, lui aussi, mais qui finalement s'est occupé de la propriété familiale, c'est lui qui les voit. Moi, je ne vais même plus à la campagne. Je dois faire... avant, j'y étais très souvent, on y allait pour les fêtes, on passait la vie de là-bas, on tuait le mouton là-bas et tout. Maintenant, je n'y vais plus du tout, pour des raisons personnelles, parce que la route me fatigue, parce que je n'ai rien à y faire. Vous avez déménagé à Tunis, vous aviez gardé des contacts? Non, c'est-à-dire qu'il y avait toujours eu la maison de mon beau-père à Tunis et que j'étais toujours venue. Et puis un beau jour, mon mari avait dit, maintenant on a des enfants, mon père commence à être vieux, tout ça, il ne faut plus qu'il y ait toutes ces générations, les unes qui crient, les autres qui ont envie de se reposer. Donc on a acheté une maison à Carthage. Et comme disait mon fils, quand l'agriculture pouvait rapporter de quoi acheter une maison, parce que beaucoup de choses ont changé. Donc nous avons acheté une maison à Carthage qui continue à être la maison des enfants, quoi, où mes enfants habitent. Justement, vous parliez un peu des choses qui changent. Est-ce que vous diriez que parmi toutes les observations que vous avez faites, oui, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé? Je crois que beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que
l'attitude, contrairement à ce qu'on croit, l'attitude des femmes vis-à-vis des hommes. Parce que jusqu'au moment où moi j'y ai vécu, c'est-à-dire les femmes avaient leur budget. Leur budget. Par exemple, quand elles vendaient, ce que j'ai mis comme exemple, elles vendaient du semen, c'était elles qui faisaient le semen, qui trayait la vache, qui prenait le beurre, qui le salait, qui savait jusqu'à quelle mesure il fallait le garder avant de le faire fondre, comment le faire fondre, comment le tamiser, tout ça, c'était les femmes. Et donc, tout le produit de la vente du semen revenait aux femmes. L'homme n'y touchait pas. Il n'aurait jamais osé le faire et les femmes ne lui auraient jamais permis de le faire probablement. Je pense que ça a dû changer. Je pense que maintenant il n'y a plus de contact, il y a moins de séparation entre les tâches des uns et des autres. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles étaient les répartitions des tâches à l'époque ? Il y avait des choses que les femmes ne faisaient pas. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans ce que j'ai... qu'elle ne devait pas faire, qui étaient comme sacralisées par la main de l'homme et que si jamais elles étaient faites par les femmes, perdaient de leur valeur. Exactement, je ne sais pas, mais par exemple les préparatifs de la circoncision de l'enfant, il y avait des choses que les femmes devaient faire, du petit garçon bien sûr, que les femmes devaient faire et d'autres qu'elles ne devaient pas faire. Par exemple, le fait qu'elles devaient employer leurs propres bijoux pour frapper contre les seaux, et des seaux de cuivre autant que possible. Pourquoi pas des seaux d'un autre métal? Il fallait que ce soit du cuivre. Je ne sais pas pourquoi, franchement, je ne l'ai jamais su, personne n'a jamais su me l'expliquer, même pas Khalti Saïda qui connaissait tout. Et comme je l'avais dit, elle avait commencé par être mon informatrice, comme disent les sociologues, qui avait commencé par être un petit peu légère, un petit peu femme qui chantait dans les mariages, qui dansait et tout, et qui a fini par être presque, s'il y avait une conseillère en religion, pour apprendre aux femmes à rejoindre Dieu, comme elle disait. Il fallait qu'elles sachent comment se présenter à la fin de leur vie. Et c'était souvent comme ça. D'ailleurs, elles avaient commencé à faire les 400 coups et puis après, elles essayaient de faire en sorte que Dieu accepte leur sacrifice. Okay. Mais dans l'agriculture, est-ce que vous diriez que... Pardon ? Et dans l'agriculture, oui. Est-ce que les femmes et les hommes avaient il y a des choses, oui, il y avait des choses que les femmes ne faisaient pas, mais très souvent, c'est-à-dire que durant la période que j'ai passée là-bas, même l'agriculture avait changé. Parce que moi, ce que j'avais connu, c'était l'agriculture où les femmes faisaient beaucoup de choses manuellement. C'est-à-dire que la gata, comme on dit, quand les hommes passaient avec des machines plus ou moins sophistiquées, parce qu'elles ont très très vite fait des progrès, les machines justement, et les hommes qui les utilisaient, les femmes ramassaient ce qui tombait, la gata comme on dit, elles ramassaient ce qui tombait bien sûr du blé ou de l'orge ou de ce qu'on avait semé, et c'était ça qui leur servait de conserve pour elles. Elles rentraient chez elles, elles les faisaient sécher, elles les battaient, elles en faisaient de la farine, enfin de la semoule après, ça leur servait à faire du pain ou en tout cas de la semoule. Et ça s'est moins fait à la dernière période que j'ai passée là-bas, parce que tout le monde achetait du pain chez l'épicier. On ne faisait plus le pain chez soi, rarement. C'est pas qu'on ne le faisait pas, mais alors qu'autrefois il y avait dans chaque famille la fameuse, comment on appelle ça, où on faisait cuire le pain en le collant contre la paroi de la... bon, le nom m'échappe maintenant. Mais ça ne se fait, les derniers temps où j'ai vécu là-bas, ça ne se faisait plus. Tout le monde allait acheter son pain. Le pain que l'on oui, c'était une espèce de choses. Hein. Oui, j'ai mis une image quelque part. Oui. Tout ça. Avant, il y en avait chaque fois, dans chaque foyer, et il y avait ça.
le tabouna, qu'ils n'appelaient pas tabouna d'ailleurs, ils appelaient ça gouja. Oui. Tabouna, c'est plus, probablement plus citadin. Et au Maroc, ne vous amusez pas à dire ce mot, chez eux c'est un mot grossier. Si vous dites khobz taboun, justement, dans le livre, vous parlez un peu du lien entre les femmes de cette région et la terre. Est-ce que oui. vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel est ce lien? Je ne sais pas, c'est à propos de quoi? Des circonstances de la vie, de la circoncision, de la terre. La terre comme est. Exactement, très importante comme vertu, comme même spirituellement, etc. Oui, la preuve c'est que très très souvent, par exemple, j'ai rarement vu de maison fermée. La maison est sacrée pour parce qu'il y a plein d'idées reçues, c'est que les Bédouins sont voleurs, etc. Ce qui est archi faux. Franchement, pour avoir vécu là-bas au moins 2 dizaines d'années, on laissait tout ouvert. C'est vrai, je n'ai jamais fermé ma maison à clé, jamais. Même quand on partait, on fermait la maison, on laissait la clé à un des ouvriers, mon mari l'a laissé bien sûr, et personne n'a jamais songé à calculer après ce qu'il avait laissé, ou comme argent liquide, ce qui était rare, mais enfin même comme objet, pourquoi il y a ça et pas ça. Ça n'a jamais été le cas. Et ce sont des gens qui, naturellement, il y a des voleurs partout, il y a des gens honnêtes et malhonnêtes partout, mais c'est vraiment pas les idées reçues de la ville que j'ai trouvées à la campagne. La preuve, c'est que j'ai très bien vécu en n'y ayant jamais mis les pieds avant mon mariage. C'est dans une zone agricole où il n'y avait que ça. Vous avez connu des femmes qui étaient propriétaires, agricultrices à l'époque? Non, propriétaires, agricultrices, non. Si elles étaient propriétaires, c'était parce qu'elles étaient les héritières de leur père, ou de leur père et mère, bien sûr, quand elles... Et très souvent, elles confiaient ça à un homme. La gestion, elles confiaient ça à un homme. Mais c'était elle qui allait au souk. Le mercredi ou le jeudi, parce que c'était les 2 journées de souk, sur le Khamis qui s'appelle maintenant Boussalem et Jendouba. C'était le jour du marché, c'était elles qui allaient pour vendre leurs œufs, pour vendre le semaine qu'elles avaient fait, tout ça, et c'était elles qui présidaient aux enchères, si je peux dire, parce que ce n'était pas des sommes fixes. Dans votre livre, vous parlez aussi, vous dites que les femmes avaient un rapport à leur religion moins fort que les hommes. Oui. Et ça m'a fait penser à vous poser la question, est-ce que vous avez vu une évolution dans la place de la religion aussi dans... En vérité, même quand je suis partie, ça n'avait pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a rarement vu des femmes à la mosquée. Même quand elles priaient, ce qui était rare, hein, elles priaient chez elles, que très souvent, celles qui venaient à la maison me disaient est-ce que tu as un tapis et un voile parce que je veux faire ma prière? Ah bon, tu fais ta prière pour lui, ou je vais bientôt mourir, je ne vais pas rester sans faire ma prière, j'espère que Dieu m'entendra, etc. Donc c'était vraiment primaire comme signe de religion. C'était pas du tout des... Portaient la plupart du temps pas le voile? Elle ne portait pas le voile, non, parce que finalement, elle cachait tout ce qu'il fallait cacher. Oui. Toutes avaient la tête couverte, toutes avaient les bras croisés, les bras couverts. Il y avait ça, le bout du haut, parce que c'était accroché, comme vous le savez, par ce qu'ils appellent... Bon, j'oublie tous les mots. L'habit traditionnel. Donc, mais les cheveux, elles avaient rarement les cheveux découverts, sauf les petites filles. Les petites filles jusqu'à l'âge scolaire, c'est-à-dire jusqu'à 12-13 ans, parce qu'à 13 ans, il n'y en avait pas beaucoup qui suivaient l'école encore, du moins à l'époque que je décris.
les petites filles étaient tête nue. Mais les femmes, dès qu'elles avaient 12-13 ans, elles se couvraient les cheveux. D'accord. Donc la place de la religion était finalement pas si importante, mais c'était plutôt de coutume. C'était plutôt des coutumes, ouais. Oui. C'était plutôt des coutumes, et c'était plutôt fais attention à ton, surtout à l'hôte. Si un hôte venait, il fallait le faire manger. Même si on n'avait rien à manger, on faisait un œuf sur le plat. D'ailleurs, une fois, je me suis pas disputée, mais j'étais en Hollande. Et il y avait c'est une anecdote, hein, une Hollandaise qui était là, qui a dit, une fois nous étions en train de dîner et quelqu'un a frappé à la porte. Il avait dit, j'ai fait telle route à pied, j'ai très faim, je voudrais dîner. Et nous lui avions répondu, il faut revenir parce que c'est l'heure du dîner. Chez nous, en Tunisie, on aurait fait un œuf sur le plat. Le seul œuf qui serait resté à la maison, on l'aurait fait pour cet homme ou cette femme qui est venue et qui a demandé à manger, justement parce qu'elle avait faim. Non, pourquoi? Je ne vois pas pourquoi on lui donnerait à manger. Mais chez nous, on ne pense même pas pourquoi. C'est quelqu'un qui a faim, on a de quoi le faire manger, on le fait manger. Et ce n'est pas donc une question de moyens, c'est surtout une question de philosophie. Ouais, voilà. Il y a un rapport à l'hospitalité qui est à l'hospitalité, voilà. À l'hospitalité qui est une chose essentielle dans la campagne. Et à un moment, vous dites aussi que pendant leur temps libre, les femmes rurales vont parler entre voisines, etc. Comment sont les relations entre les femmes? Vous disiez que c'était pas toujours... Généralement, s'il n'y a pas d'enfants, d'adolescents qui créent des problèmes dans la famille parce que le garçon a parlé, a insulté l'autre garçon ou a fait des avances à la fille alors qu'il n'aurait pas dû ou n'importe quoi, généralement elles s'entendent bien. Elles s'entendent bien, elles empruntent leurs ustensiles quand elles doivent faire ce qu'on appelle la houle, c'est-à-dire les réserves de semoule, de couscous. Moi, je n'ai pas de grande bassine, je prends la vôtre, vous demandez le pot à beurre, etc. Il n'y a pas de problème, vraiment de ce côté-là, il n'y a pas du tout de problème. Elles partageaient beaucoup? Elles partageaient, oui, elles partageaient. Sauf quand elles avaient des problèmes personnels, parce qu'elle avait cru que son mari faisait la cour à sa voisine ou n'importe quoi. Ça, quelquefois, c'était vraiment des trucs de boxe, quoi. Une fois, j'ai vu deux femmes, d'ailleurs, qui se boxaient presque. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que ma fille, qui a dû faire ceci à l'école, sa copine ou sa voisine lui a pris les livres et c'est elle qui les a fait. Finalement, la maîtresse lui a donné la bonne note. Elle a dit, bon, la prochaine fois, c'est elle qui aura la bonne note, c'est tout. Et il a fallu que j'aille, moi, parler à l'institutrice de l'école parce que les deux familles s'étaient disputées pour ça, pour des choses, des peccati, quoi. Okay. Des peccati. Mais sinon, vous diriez qu'il y avait un vrai esprit de communauté quand même. Oui, il y a cette... plutôt créé par les femmes ou plutôt créé par les hommes et ensuite les femmes? Ça dépend. Les hommes, pourquoi c'est-à-dire que malheureusement, les hommes que j'ai connus étaient tous des ouvriers qui travaillaient chez nous. Donc, ils avaient leurs tâches. Ils savaient comme une fois, d'ailleurs, ils étaient venus, c'était un mois de Ramadan ultra chaud, c'était le mois d'août, et là-bas, la chaleur est torride. Ils étaient venus, les hommes étaient venus, mon mari était mort, donc c'était moi qui m'occupais de l'affaire. Ils sont venus me dire, ils étaient trois. Ils sont venus me dire, la Fatma, j'ai un boulot qu'on voulait te dire, est-ce que nous pouvons manger? Manger quoi? Manger parce qu'on a très soif. Nous ne voulons pas manger, mais boire surtout. Moi, je ne suis pas Cheikh l'Islam. Mais si vraiment vous ne pouvez pas, je pense que vous pouvez boire. Et j'ai téléphoné tout de suite après leur avoir dit ça. Attendez, ne buvez pas tout de suite. J'ai téléphoné à mon cousin qui lui était un Ben Achour. S'ils ne peuvent plus tenir, ils ont le droit de boire. À ce moment-là, j'avais l'avis d'un connaisseur. Ce n'était pas mon avis à moi en tant que personne. Et les pauvres, c'est vrai, il faisait plus de 40 degrés, ils travaillaient la terre, ils étaient en plein soleil. Je pense que la meilleure des choses, c'était pour eux de boire. Sinon, c'était aller à la mort, finalement. Ou en tout cas,
Et donc, il y avait un vrai esprit entre ces hommes qui travaillaient ensemble. Oui, qui créaient... oui. C'est vrai, je n'ai jamais eu, j'ai eu un problème une fois, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire une histoire avec une autre personne, mais heureusement, j'avais avec moi quelqu'un qui n'était pas de la région, qui était un Marocain, comme on dit chez nous, Maghrébé. C'est vrai, le genre de gardien marocain qui ne laisse même pas passer une petite faute de rien du tout à leurs frères, hein, parce qu'ils étaient, qui m'accompagnaient chaque fois que je prenais la route de Carthage à la campagne. Et il m'avait dit, il y a 2 ouvriers qui se sont disputés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, une femme, avec 2 ouvriers, avec leurs mots et tout. J'ai appelé Ammar, justement. Allez, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas les ignorer. S'ils viennent te dire on s'est disputé, on dit débrouillez-vous. C'est pas moi qui vous ai fait vous disputer, débrouillez-vous entre vous. Et c'est moi qui irai les séparer. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais quelquefois, quand on a une personne sage, âgée, une personne qui n'a pas réellement d'intérêt personnel à vouloir semer la zizanie, c'est très bien. Dieu merci, je dois dire que je n'ai jamais eu de problème majeur. Voilà, ça a toujours été résolu comme ça, comme entre gens bien nés, comme on dit. C'est beaucoup détaillé dans le livre, mais peut-être qu'on peut vous redemander un petit peu pour les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui vont nous écouter. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les coutumes les plus importantes, celles que vous jugez les plus importantes qui existaient dans cette région? Les coutumes les plus importantes pour eux... Les coutumes, les fêtes, etc. Oui, c'est la circoncision du garçon. Parce que les filles n'ont rien de spécial, même les fiançailles et tout. Il y a quand même des petites choses qui se font, la coiffure, il y a un mot pour ça, mais autrement, c'est généralement tous les préparatifs de la circoncision. D'accord, ça c'est pour les hommes. C'est pour les garçons, où tout le douar participe, ne serait-ce que par la présence, hein, pas toujours parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, mais qui m'apportent, qui incoquent, qui vient tuer le mouton, qui vient s'occuper de garder, de conserver la peau de mouton. Chacun fait ce qu'il peut, mais tous participent. Enfin tous, ceux qui sont les plus proches participent. Moins les femmes, elles viennent surtout pour aider la maîtresse de maison à la cuisine. Elles servent également avec elles apportent leurs ustensiles, quelquefois même elles tuent un coq pour participer au déjeuner. Mais voilà, il y a beaucoup d'esprit d'aide et c'est vrai, c'est pas du tout le même esprit que la ville. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de, si je peux utiliser ce terme, discrimination à la naissance d'un enfant? Est-ce qu'on aurait plus envie que ce soit un garçon qu'une fille à cette époque-là? Un garçon, c'est toujours le bienvenu. Même si on en a 3 déjà, mais le 4e, c'est très bien. Comme si ça dépendait d'elle. C'est extraordinaire. Et puis, les filles, elles étaient cantonnées à d'autres tâches qui étaient importantes aussi. Par exemple, pour faire le laoula, ce qu'on appelle l'amar, ils appellent ça l'amar, c'est les provisions du couscous, de hammas, tout ça, que l'on faisait. Mais il y avait d'ailleurs un très bon contact, que je cite d'ailleurs, entre les hommes et les femmes, parce que quand elles voyaient passer par exemple le chef de famille, elles se faisaient soi-disant, elles faisaient comme si elles ne l'avaient pas vu, elles se mettaient à pousser des youyou, des arrêtos. Il était obligé de leur donner un petit cadeau. Il leur donnait à l'époque 10 francs, 10 dinars maintenant, quelque chose comme ça.
c'était une manière de payer les femmes qui venaient faire le couscous avec vous pour votre maison. À votre tour, vous alliez avec elles quand elles voulaient faire leurs provisions. Et c'est cet esprit qui finalement était excessivement positif à mon sens, que je n'ai pas trouvé en ville. En ville, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et encore. D'accord. Et donc ce livre, quels ont été les retours que vous avez eus après ce livre qui a été publié du coup en 2022? Vous avez eu des retours positifs? Non, je ne pensais même pas l'éditer. C'était, comme je vous l'ai dit, le Crédif où je travaillais comme ça pour faire quelques conférences de temps en temps et tout, m'avait dit « mais vous avez fait quelque chose d'intéressant que telle personne qui travaille avec nous a vu, pourquoi vous ne le publiez pas ?» Je dis parce que c'est un livre qui ne regarde que moi finalement, c'est des choses personnelles. On m'a dit non, c'est très... Et c'est le Crédif qui l'a publié. C'est vrai, je n'y suis pour rien. D'ailleurs, je crois l'avoir mis dans le livre. Tant mieux parce que c'est plus facile comme ça que sur un cahier. Voilà. Ok. Et vous parliez il y a quelques instants des youyou et je trouvais que dans votre livre, les chants et les célébrations sont très très présentes. Vous en parlez à de nombreuses reprises, que ce soit pour les fêtes, elles soient religieuses ou les mariages, etc. Est-ce que vous diriez que c'est plus quelque chose de féminin ou pas du tout? Pas tellement, pas tellement. Pour les filles, c'était uniquement à leur mariage, Talil, qui était la même que celle de Tunis, mais revue et corrigée, revue ou peut-être pas corrigée, mais en tout cas revue, où il changeait quelques mots, où il changeait le début du couplet, où il changeait... mais il n'y avait rien de très, très particulier à la région. Rien. Alors que pour les garçons, il y a celui de la circoncision, qui est à peu près le même que celui de Tunis, mais avec quand même des allusions à des choses typiquement bédouines, campagnardes. Voilà. Je pense qu'on peut conclure. On a deux questions pour conclure. Déjà, est-ce que... Mais c'est ce que vous voulez. Oui, déjà, peut-être pour rappeler à nos auditeurs que votre livre est disponible à la vente à Al-Kitab, par exemple, comme ça, s'ils veulent l'acheter. Wallahi, je ne sais pas s'il est disponible à la vente, justement. On a regardé, on a vérifié, il est sur... Il est Al-Kitab. D'accord, parce que comme moi, pour être honnête, je n'ai pas dépensé un millime pour ce livre. Est-ce que vous avez des œuvres à conseiller, des livres, des films que vous aimeriez conseiller à ceux qui nous écoutent, qui vous ont marqué? Des films sur la campagne? Ou des livres, non, qui ont marqué votre vie, que vous avez aimé Oh là là, ça, des livres, j'en ai. Oui, naturellement, moi, je vous dirais que un des livres qui m'a le plus marqué, mais il y a très très longtemps de ça, qui avait fait que je m'étais même disputée avec mon frère, c'était « Autant l'emporte le vent ». Et il n'y avait pas le film encore, il n'y avait que le livre. Et le livre était gros. Et moi, j'ai toujours aimé lire et je rends grâce aux sœurs blanches, Allah yarhamhum, qui m'ont élevée, qui ont élevé une génération, plusieurs générations de Tunisiennes que leurs parents ne voulaient pas envoyer dans les lycées laïques. Alors on allait chez les sœurs. Et tout le monde nous disait, les sœurs, comment elles vont vous transformer en catholiques? Pas un mot sur le catholicisme. J'ai fait 8 ans d'études chez les sœurs, primaire et une partie du secondaire, jusqu'à la 3e, je crois. Pas un jour, elles nous ont parlé de religion. Mais elles nous ont appris des choses qui m'ont servi toute la vie, le prochain, etc. Et je disais à ma sœur tout le temps, Allah imite wa muslimin, comme on dit chez nous. Quand ça y est, elles sont mortes déjà et enterrées. Mais c'était une excellente éducation parce qu'elles ne sont jamais immiscées dans notre croyance. Elles nous disaient c'est le bien, c'est le mal, etc. Et donc, un des livres qui m'ont le plus plu, ça a été Autant l'emporte le vent. Vraiment, c'était... Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai vu le film. Et peut-être que pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes générations, des personnes d'aujourd'hui, que ce soit peut-être aux femmes, vu que c'est ce que vous avez beaucoup étudié, ou aussi à tout le monde, un conseil?
lire ce qu'elles peuvent lire, même les journaux, enfin, il n'y a plus grand-chose à voir sur Paris Match, mais c'est très important parce qu'on se pose des questions. On se dit pourquoi tel sujet a été repris à 3 reprises par, je ne sais pas, par Paris Match, qui ne s'appelle plus Paris Match d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle tout simplement. Il y a des journaux de femmes qui ont disparu. D'ailleurs, il n'y a plus Marie-Claire, tout ça, je ne sais pas si ça existe encore. Marie-France, bon, je ne pense pas. Ouais. Donc tout le monde lit tout. Et la lecture le plus possible. Je suis en train de lire un livre qui a été écrit par quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est libanais, qui s'appelle... que j'ai... Bon, j'ai trop de mémoire comme ça, parce que je n'ai pas 18 ans. Donc, ma fille me disait, comment tu peux lire un livre aussi gros? Pour moi, il n'est pas gros, parce que c'est tous les jours, c'est toutes les pages quelque chose de nouveau. Un livre vraiment, c'est extraordinaire la lecture. C'est ce qu'on peut apprendre de mieux. Et développer son esprit critique. Absolument. Et puis de ne pas être d'accord, de dire, par exemple, j'ai ma petite fille qui va au lycée là, qui m'a dit l'autre jour, ma maîtresse, comme elle dit chez elle, a été très contente parce que elle avait cité quelque chose qu'elle avait vu ici à la maison. Oui, bien sûr, tu crois que c'est gratuit, comme ça, quand on a des livres, c'est pas pour les mettre dans une bibliothèque, c'est pour pouvoir apprendre des choses, c'est pour pouvoir poser des questions, dire pourquoi il y a ceci et pourquoi il y a... Donc... Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je m'excuse, c'est Ramadan, même pas un verre d'eau. Je ne peux pas vous offrir. Il faudra revenir en soirée. Merci beaucoup. C'était Graines d'avenir, le podcast qui permet l'échange avec divers acteurs du monde agricole et rural. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode qui vous a été présenté par Justine Gruot et Manoa Mougel.